Bonjour à vous tous, ceux qui sont à l'image, ceux qui sont devant leurs ordinateurs, ceux qui se sont inscrits comme participants, que je veux saluer pour ce premier événement en direct de l'Institut des droits fondamentaux numériques, connu sous le nom de IDF Rights, c'est-à-dire Institute for Digital Fundamental Rights, dans sa dénomination internationale, en prévision d'une future installation, notamment à Bruxelles. Je veux remercier Madame Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, de sa disponibilité et ses deux collègues, c'est-à-dire M. Gabriel et M. Maury, ainsi que nos partenaires, c'est-à-dire Waller, en la personne de Thomas Forêt, et Open Diplomacy, en la personne de Mme Marie Lemuel et de M. Antoine Pétel. Je vais tout de suite commencer sans être long pour que vous puissiez, chacun de vous, avoir un peu d'espace et tenir votre temps, en vous prévenant que Mme Marie-Laure Denis, pour une raison d'obligation qu'elle ne peut pas contourner, nous quittera quelque part entre 10h moins le quart et 10h, mais qu'elle laisse, comme les escargots qui laissent une trace derrière elle, elle laissera M. Gabriel et M. Maury, qui sont deux personnes extrêmement qualifiées dans le numérique d'une part et dans cette affaire numérique avec les relations européennes d'autre part. Le titre de cette rencontre, il est assez simple, les données, le nouvel or bleu. Le nouvel or bleu, c'est-à-dire tout ce que nous avons laissé filtrer par nos communications en tant qu'utilisateurs et consommateurs et qui a au fond constitué une richesse énorme d'un certain nombre de grandes industries numériques, essentiellement américaines, mais aussi chinoises. Madame Marie-Laure Denis, comment aujourd'hui se présentent pour vous les nouvelles obligations de régulation, les nouveaux espaces sur lesquels il faudra réfléchir afin d'obtenir deux choses. La première chose, c'est une garantie naturellement de la vie privée et du côté inviolable des données personnelles. Et la deuxième chose, c'est l'ambition européenne, c'est-à-dire quels sont les problèmes que poseront pour vous la constitution d'un cloud européen et d'un marché des données si ces choses-là vous agrément. Vous avez la parole pour au moins une dizaine de minutes, madame. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici, d'être avec vous plus qu'ici aujourd'hui. Et merci à l'IDF Rights pour son invitation et tout particulièrement à Jean-Marie Cavada qui est l'instigateur de cette rencontre. Alors, sur les liens entre protection des données et régulation française, européenne et notamment régulation des grandes plateformes, je voudrais tout d'abord peut-être commencer mon propos par un constat ou une tentative de décryptage de ce qu'est aujourd'hui le périmètre de protection nécessaire des individus qui a été considérablement étendu, amplifié par la transformation numérique. Le premier point, c'est que, qui est bien connu de nous tous, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une exposition démultipliée de soi sur l'espace numérique parce qu'on éparpille nos données personnelles, nos données à caractère personnel, en dehors de l'espace privé, soit en les partageant délibérément, par exemple sur un réseau social, sur un blog, peut-être de façon moins volontaire, avec des données sur soi qui peuvent être partagées dans des articles de presse, dans des pages, dans des faits et gestes qui sont relatés sur nous, des sons captés ou des images captées par une vidéo, par une caméra ou un micro. Et surtout les traces qu'on laisse plus ou moins consciemment lors de notre navigation sur Internet ou dans l'utilisation d'objets connectés. Je pense aux dispositifs de type Quantified Self qui peuvent comptabiliser le nombre de pas, les pulsations cardiaques, la qualité du sommeil, le niveau du stress par exemple. Donc ça c'est un premier phénomène, l'éparpillement de nos données à caractère personnel. Il y a un deuxième phénomène qui est le décloisonnement de nos différents compartiments de la vie privée grâce ou à cause du numérique. Nos positions géographiques successives, nos actes d'achat ou nos simples consultations au cours d'une navigation avant, dans la vie physique ou dans la vie physique, sont des données ou des actes qui sont voués à rester isolés, séparés dans un espace non numérique, mais qui peuvent maintenant être mis bout à bout, décompartimentés à des fins de
personnalisation du service ou de ciblage publicitaire, par exemple. Et ce décloisonnement, il modifie fondamentalement les conditions de la protection de la vie privée, parce que le compartimentage assurait en lui-même une sorte de flou, une sorte de brouillage des pistes. Le troisième facteur, c'est que chacun d'entre nous est conscient qu'il y a une capacité technologique démultipliée d'exploitation des informations avec le big data, le développement de méga-bases, de méga-données, ainsi qu'avec les techniques, avec l'essor des techniques d'intelligence artificielle. Donc, il ne s'agit pas du tout dans mon propos de condamner naturellement ces techniques dont on peut attendre, et on le voit déjà, d'importants bénéfices que l'on songe à l'aide au diagnostic médical, par exemple, à la prévention des catastrophes naturelles ou à la gestion des crises sanitaires. Mais il faut bien avoir conscience que ces techniques, elles comportent des risques. Le premier risque, c'est cette tendance à laquelle on assiste de ce qu'on appelle dans notre jargon à nous de solutionnisme technologique, c'est-à-dire de considérer que par nature, toute nouvelle technologie est porteuse de promesses, que son usage sera bon, sans réfléchir à ses risques ou à ses biais potentiels. Et puis, le deuxième risque, c'est le risque d'une collecte excessive des données personnelles qui tiennent aussi au biais des algorithmes et au risque de dépersonnification. Alors, cette capacité, ce décloisonnement, cet éparpillement des données, cette exploitation des données font que celle-ci est devenue le principal carburant, l'or bleu, puisque c'est le titre de cette séquence de l'expansion économique des entreprises. Et il y a 20 ans, les 10 premières capitalisation boursière concernait des entreprises automobiles, en santé ou industrielles, il y a 20 ans simplement. Aujourd'hui, les GAFAM figurent aux places 2, 3, 4, 5, 7 des 10 premières capitalisations boursières et pour un PIB cumulé équivalent à celui de la France et de l'Allemagne. Ça, c'est pour brosser, j'espère pas trop longuement, le panorama, les défis qui s'offrent à nous pour protéger les données personnelles. Alors, maintenant, comment s'appuyer sur le RGPD et quel rôle joue la CNIL ? Tout d'abord, le RGPD, donc, qui date de mai 2018, ce règlement général sur la protection des données, qui s'applique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, a permis un renforcement quantitatif et qualitatif des droits des personnes, avec une meilleure application des droits qui en France étaient précédemment appliqués, et le sont toujours d'ailleurs, mais elle a été modifiée par la loi informatique et liberté. Le renforcement des exigences en matière de consentement, de droit à l'oubli, de droit à la portabilité, pour mener des actions de groupe aussi, ou de plaintes collectives, et il y a eu des plaintes collectives menées à l'encontre des GAFAM dès le 26 mai 2018, et notamment dirigées vers nos homologues irlandais, luxembourgeois ou néerlandais en ce qui concerne Uber. Et la CNIL enregistre plus de 14 000 plaintes par an là, depuis la mise en œuvre du RGPD, et avec un essor de 30% chaque année, ce qui est tout à fait considérable. Le deuxième élément de la réponse du RGPD, c'est de responsabiliser les entreprises et l'ensemble des acteurs, avec en contrepartie un renforcement du pouvoir de sanction. Responsabiliser, mettre en place des processus organisationnels sur ces données, avoir une hygiène en quelque sorte de ces données, et c'est un sujet qui maintenant, du moins dans les grandes entreprises, est traité, je le crois, au niveau des conseils d'administration et des COMEX, parce qu'il a besoin d'une action transversale. Il y a des enjeux de réputation, il y a des enjeux de sécurité, parce que protection des données, c'est aussi la cybersécurité. Et puis la possibilité de, en contrepartie, prononcer des sanctions dissuasives, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Et je rappelle que la CNIL, fin 2019, a prononcé, ou tout début 2019, plus exactement, a prononcé une amende de 50 millions d'euros à l'encontre de Google pour défaut d'information. Et très récemment, en décembre 2020, l'équivalent de la commission des sanctions de la CNIL, la formation restreinte, a prononcé 2 amendes à l'encontre de Google pour 100 millions d'euros et une amende à l'encontre d'Amazon pour 35 millions d'euros concernant le consentement du dépôt
dépôt et des cookies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'indépendamment du montant des amendes, qui certes sont très supérieures à ce qui existait auparavant en matière de protection des données, mais qui restent à l'échelle de ces très grosses plateformes relatives, c'est aussi le pouvoir d'injonction de contraindre ces acteurs à modifier leur comportement, qui est une avancée, je pense, en tout cas qui est un constat significatif de notre action. Et puis Jean-Marie Cavada insistait à juste titre, et c'est un peu tout le sens de cet événement IDF Rights et de l'essence d'IDF Rights, sur la création d'une gouvernance européenne de la donnée, parce que le RGPD se place effectivement au niveau pertinent d'action qui est l'échelon européen, avec un mode de régulation inédit qui n'existe pas pour les régulateurs de l'audiovisuel, pour les régulateurs des télécoms par exemple, ou qui est différent en tout cas pour les régulateurs de la concurrence, qui repose sur un réseau européen de régulateurs nationaux qui mettent en œuvre entre eux une coopération obligatoire et la création d'un nouvel organe qui est ce Comité européen de la protection des données, le CEPD en français ou le DPB en anglais, European Data Protection Board, qui est composé de l'ensemble des autorités de données nationales et qui veille d'une part à la cohérence dans la mise en œuvre du RGPD et qui instruit aussi des plaintes transfrontalières. Par exemple, 20% des plaintes que l'on reçoit à la CNIL aujourd'hui sont instruites dans le cadre de cette coopération transfrontalière pour qu'il y ait une unité d'application du droit et de réponse, un guichet unique au sein de l'Union européenne. Et il faut noter aussi que ce règlement, il est extraterritorial, c'est quand même très nouveau. Il y a peu de règlements européens dont on parle encore 3 ans après son édiction. Il s'applique aux entreprises même lorsqu'elles ne sont pas établies en Europe et lorsqu'elles ciblent les données des Européens. Et ce règlement a déjà inspiré de nombreuses législations à l'extérieur. Alors, en même temps, évidemment, il y a des limites. Seule une interrégulation, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, permettra vraiment de réguler dans toutes ses composantes les grandes plateformes du numérique. Et très rapidement, parce que j'ai certainement déjà été trop longue, je voudrais attirer votre attention sur les priorités de la CNIL pour 2021. Il y a d'abord des orientations générales, qui est d'améliorer la sécurité juridique et la sécurité informatique. La sécurité juridique, je pense que le rôle d'un régulateur, c'est vraiment de donner de la prévisibilité aux acteurs. C'est ce que nous essayons de faire par exemple dans notre régulation sur les cookies, où nous avons annoncé longtemps à l'avance, après 1 an de concertation avec le secteur du marketing digital, les règles, en tout cas nous avons rappelé les règles qui s'imposaient à eux, et puis aussi garantir l'effectivité des droits des personnes, traiter toutes les plaintes que nous recevons, et notamment nous préoccuper des sujets qui concernent le quotidien numérique des Français, et c'est aussi tout le sens de notre stratégie de contrôle. Et sur le plan plus thématique, et j'arrêterai là, Jean-Marie, je vous rassure, il y a 3 priorités pour la CNIL en 2021. C'est tout d'abord la cybersécurité, parce que l'actualité récente l'a encore montré, il n'y a pas de protection des données sans protection de la sécurité des données. Et le RGPD, ça c'est encore trop méconnu, est à ma connaissance le seul texte qui impose des obligations de moyens, en tout cas, à toutes les entreprises et aux organismes publics en matière de sécurité. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard si vous le souhaitez. Ça participe aussi de l'émergence d'un cloud souverain, avec l'avènement d'une véritable souveraineté numérique européenne, dont on peut d'autant plus espérer qu'elle voit le jour, qu'il y a un contexte exceptionnel en 2020 avec l'arrêt de la CJUE qui invalide le Privacy Shield, cette possibilité de transférer des données vers les États-Unis. Je pourrais parler du Health Data Hub, par exemple, cette centralisation des données de santé, l'engagement du gouvernement français suite à l'action de la CNIL, que ces données soient hébergées par un hébergeur qui dépend des juridictions européennes, et puis le plan de relance qui favorise le numérique. Donc il y a une conjonction, en tout cas, de facteurs qui peuvent être favorables. Notre deuxième priorité thématique, c'est la protection des données de santé, l'équilibre entre la protection de la santé et la protection des données. Et je ne parle pas seulement de tout ce qu'a fait la CNIL depuis la crise du Covid, 13 avis rendus depuis 1 an sur tous les systèmes d'information dont vous entendez parler, vaccins, le traçage des contacts, la centralisation des résultats des tests, l'application Stop Covid qui est devenue tous anti-Covid, 9 auditions avec celle que j'ai cet après-midi
enfin tout à l'heure en tout cas au Parlement sur le sujet, 26 contrôles réalisés en un an, et puis tout le reste, l'essor de la télémédecine, des laboratoires, etc. Et le troisième point que j'ai évoqué, on y reviendra peut-être, c'est les cookies, l'information et un consentement libre et éclairé qui me paraît à partir du 31 mars, puisque c'est à cette échéance que les entreprises et les organismes publics doivent se mettre en conformité, une étape majeure dans la régulation de la publicité ciblée et de son impact sur l'écosystème des acteurs du numérique. Voilà, Jean-Marie, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire. Merci. Merci de cette première présentation. Je vais tout de suite laisser la parole à un maximum de personnes et en leur demandant toutes d'être extrêmement précises et courtes, s'il vous plaît, à tous nos interlocuteurs pour qu'un maximum d'entre vous puissent prendre la parole. Je commence par un de nos deux partenaires, c'est-à-dire M. Thomas Forêt, le président de Waller. Un mot pour dire ce qu'est Waller et puis votre intervention, s'il vous plaît, Thomas. Oui, merci. Alors, je m'excuse par avance parce que j'ai des soucis de caméra comme vous, Jean-Marie. Oui, en bonne compagnie, c'est très bien. Allez-y. Oui, alors d'abord un petit mot sur Waller. Waller, c'est une initiative que j'ai créée il y a maintenant presque 10 ans, qui est l'idée de pouvoir concevoir un réseau social au départ qui puisse protéger les personnes. Protéger les gens, c'est-à-dire évidemment leurs données, mais aussi les conséquences que le partage de leurs données puisse avoir. Et puis maintenant, Waller, après quelques années, c'est aussi et surtout une plateforme qui s'adresse aux entreprises, aux organisations, aux institutions, aux écoles, etc., dans l'idée d'avoir une plateforme de communication européenne avec une mise en application de nos valeurs et évidemment la défense de nos libertés. Ça, c'est absolument fondamental pour nous. En bref, c'est une plateforme collaborative et sociale qui a mis bien avant d'ailleurs le RGPD au cœur de sa stratégie et au cœur de son ADN, la protection des données. Voilà, et on voit que c'est pas, y a rien de facile dans cette mise en application en tant qu'éditeur même. Hein. Votre intervention, Thomas? Comment? Après la présentation, votre intervention, que souhaitez-vous dire, questionner? Oui, alors je suis de près évidemment les travaux de la CNIL et d'abord je voudrais vous féliciter Madame la Présidente pour peut-être la remise en question un peu du Health Data Hub tel qu'il a été conçu. Ce que je voudrais vous demander, c'est on voit toutes ces contraintes là que nous subissons tout à fait normalement sur les consentements éclairés, sur l'affichage explicite peut-être de l'usage des cookies, etc. Mais on s'aperçoit aussi et surtout que les GAFA ne respectent pas ça. Et au premier titre, Facebook, j'étais encore hier, je regardais WhatsApp.com, qui est leur site web WhatsApp, et qui ne permet pas de refuser le tracking. Et je voudrais savoir quels sont les moyens que vous pouvez réellement avoir. Alors, je vous propose, chère Marie-Laure, cher Président, je vous propose de prendre deux autres interventions de nos partenaires et comme ça, vous aurez trois questions à répondre dans le meilleur laps de temps que vous pourrez fournir. Et donc, je vais donner la parole à deux intervenants de Open Diplomacy, qui est notre autre partenaire et bienvenue. Je vous salue. D'abord, Madame Marie Lemuel et puis ensuite, Monsieur Antoine Pétel. Je vous en prie. Un mot pour dire ce qu'est Open Diplomacy pour tous ceux qui ne connaissent pas, mais rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Open Diplomacy, c'est une association loi 1901 qui fait coaguler une communauté pour informer la société civile sur les enjeux de géopolitique et qui sert aussi à les aider à participer aux grands moments diplomatiques. Donc, ça a commencé en envoyant une délégation de jeunes au Youth 20, la branche jeune du G20, et qui maintenant permet aux jeunes de participer à bien d'autres rendez-vous, donc par exemple les rencontres de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, etc. Pour ma part, je suis donc fellow de l'Institut Open Diplomacy et je suis chercheuse en économie à l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. Et donc ma question pour Madame Denis, c'est quand on parle du marché des données, on pense beaucoup à l'échange direct des données entre entreprises ou entre les citoyens et les entreprises qui les récupèrent. Mais une des facettes ou un des moyens qui permet aussi aux entreprises d'acquérir des données, c'est le rachat direct d'une autre entreprise. Et donc, j'ai en tête le rachat de Fitbit par Google.
qui a été motivée, en tout cas c'est la manière dont la Commission européenne l'a principalement interprété pour justement accéder aux données de santé collectées par Fitbit. Et donc, quelle est en gros la répartition des responsabilités entre un institut comme la CNIL et la politique de la concurrence? La parole est à Antoine Pétel. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci pour l'intervention de Madame la Présidente de la CNIL. Donc je ne vais pas répéter au sujet de l'Institut Open Diplomatie. Non, c'est fait. Donc pour ma part, je suis consultant à Bruxelles sur la politique européenne des données et je fais aussi en parallèle une thèse sur le droit de la réutilisation des informations du secteur public à Lyon 3. Ma question concernait également aussi le marché unique des données. On voit que la Commission et toutes les institutions européennes ont vraiment une ambition de faire circuler au maximum la donnée, dont les données à caractère personnel. Je voulais interroger notamment Madame la Présidente sur la place et la vocation de toutes les nouvelles techniques plus ou moins anciennes ou récentes de protection des données à caractère personnel, notamment justement pour opérer cette conciliation entre à la fois la protection de la vie privée et à la fois l'objectif de faciliter la circulation de ces données au sein du marché intérieur pour des finalités à la fois économiques ou autres. Et donc, quelle était en fait la bonne place à trouver pour cette technique de protection, donc anonymisation, pseudonymisation? Quelle était un petit peu la position à ce niveau-là? Merci. Merci. Je veux, avant de donner la parole à Madame Denis, saluer notamment la présence du vice-président de notre institut, Monsieur Laurent Vidal, qui co-dirige l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, et puis Monsieur Thomas Saint-Aubin, qui est le patron de Séraphin Légal, entre autres, et qui sont tous les deux nos cofondateurs. Vous avez la parole, Madame Denis, et après je viendrai vers un spécialiste très pointu, lui aussi, des données, qui est Maître Benjamin Martin Tardivin. Madame Denis, c'est bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada, et merci aux trois intervenants. Alors, pour essayer de répondre, mais le but, c'est que ce soit un échange. Alors, tout d'abord à Thomas Fauré sur les moyens que nous avons pour réguler les grandes plateformes, notamment en ce qui concerne les cookies, et vous donniez, Monsieur Fauré, l'exemple de WhatsApp. D'abord, il est intéressant cet exemple parce que je constate que récemment, à l'occasion de l'annonce de la mise à jour des conditions d'utilisation de WhatsApp, il y a quand même eu une émigration assez massive d'un certain nombre de ces utilisateurs vers d'autres réseaux, ce qui montre à quel point, pour des raisons de crainte liées à la protection de leur vie privée, ce qui montre à quel point quand même il y a une conscience montante des enjeux de protection des données dont sont obligés de tenir compte les grandes plateformes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une grande plateforme qui n'ait pas le mot privacy à la bouche, que ce soit dans le cadre des objets, la privacy box, la privacy ceci, où on fait ça à cause de la privacy, et tous les comportements sont dictés par la privacy. Donc c'est plus ou moins réel, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que même entre eux, entre Apple par exemple et d'autres très grandes plateformes du numérique, on se positionne par rapport à cet enjeu, entre autres, de protection de la vie privée. Alors, il n'y a pas une régulation, la régulation de la CNIL, et notamment en ce qui concerne le dépôt des cookies, ces traceurs qui permettent entre autres un profilage publicitaire, elle est la même du point de vue de la protection de la vie privée. Je positionne pas comme parle pas à la place de l'autorité de la concurrence, évidemment, mais elle est la même qu'on agisse dans des univers logués, comme Facebook par exemple, ou pas. Nos lignes directrices d'octobre dernier et notre recommandation, elle s'applique, c'est d'ailleurs je crois l'article 1er de nos lignes directrices dans les deux univers, et les sanctions que la formation restreinte a prononcées en décembre dernier à l'encontre de Google et d'Amazon, que j'évoquais dans mon propos liminaire, le montrent. Après, sur l'articulation de la répartition entre les autorités de protection des données, là, la CNIL française, et pour différentes raisons, est compétente sur les cookies. Maintenant, quand il s'agit d'autres sujets, c'est pour Facebook, par exemple, la CNIL irlandaise qui est compétente, et donc il y a un dialogue entre les différentes autorités de protection de données sur le sujet.
Sur la question maintenant de Marie Lemoyle, pour essayer de tout traiter, sinon on pourrait rester très longtemps sur chaque sujet. Sur la question du marché des données, vous évoquiez, Madame, notamment le rachat de Fitbit par Google. Alors sur la fusion Fitbit et Google, le DPB, c'est-à-dire le Comité européen de la protection des données, l'ensemble des CNIL européennes, n'était pas formellement impliqué dans la procédure, qui, comme vous le savez aussi bien que moi, relève du champ du droit de la concurrence, mais pourtant le CEPD a pris position très tôt sur le sujet en attirant l'attention de la Commission européenne sur les implications en termes de protection de la vie privée. Et puis vous savez que aussi la fusion WhatsApp-Facebook il y a quelques années a fait couler beaucoup d'encre et inspire peut-être aujourd'hui du fait de ses conséquences une partie de la réforme du Digital Markets Act qui, comme vous le savez, avec d'autres textes européens traduisent la volonté aussi de la Commission européenne de réguler les différentes plateformes. Alors, effectivement, vous attirez très justement l'attention sur le fait qu'il y a de plus en plus de cercles concentriques entre la protection des données et les aspects concurrentiels. Nous-mêmes, nous rendons des avis à l'autorité de la concurrence lorsqu'elle nous sollicite. La CNIL a organisé il y a quelques mois, par exemple, un colloque sur la portabilité des données, ce nouveau droit qui est très intéressant en matière de concurrence, parce que c'est un droit vraiment qui est inscrit dans le RGPD, donc c'est un droit protection des données, c'est un nouveau droit qui permet de récupérer ces données auprès d'un service pour soit les garder, soit les donner à un autre service. Par exemple, si on utilise un service de streaming musical et qu'on veut récupérer sa playlist, ses meilleures chansons, tout son historique, et pour pouvoir aller chez un concurrent, c'est faisable du fait du droit à la portabilité des données, qui, je vous le confesse, est un droit qui n'est pas encore assez, qui manque un peu de chair à ce stade, donc il faut absolument le nourrir, même s'il y a des vrais usages en cours, y compris auprès des collectivités territoriales. Et à ce colloque, nous avions fait venir, par exemple, Isabelle de Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence, parce que naturellement, cette possibilité de récupérer ces données pour les donner à d'autres acteurs, ça favorise la concurrence, ça stimule l'innovation, et c'est aussi un des exemples qui montre que protection des données n'est pas antinomique d'innovation, comme on le dit trop souvent, comme on le laisse entendre trop souvent. Et je crois beaucoup quand même que la régulation des grandes plateformes, elle ne peut pas se faire uniquement par des silos régulatoires, la protection des données d'un côté qui ne travaillerait pas du tout en cohérence avec ce que font les autorités de la concurrence. On voit qu'il faut attraper en quelque sorte, mais pas au mauvais sens du terme, mais encadrer, disons, serait probablement plus exact, le comportement des grandes plateformes, certes par le droit de la protection des données, mais aussi par le droit de la concurrence, par la fiscalité, par les questions liées au droit d'auteur, à la rémunération de la presse, les fake news et tous ces incidents sur nos processus démocratiques. Et là, d'un point de vue protection des données, on voit à quel point une des prises de conscience en matière d'enjeux de la protection des données a été nourrie par les scandales Cambridge Analytica ou les révélations, par exemple, d'Edward Snowden. Donc, c'est tout cet ensemble d'interrégulation nationale, européenne et sectorielle, en quelque sorte, qui permettront, je l'espère, d'avoir des comportements dans le numérique qui soient plus vertueux. Et puis, la question de Monsieur Pétel sur le marché unique des données, l'articulation vie privée et circulation des données, parce qu'effectivement, les données ont une valeur économique pour beaucoup d'acteurs, pour les plateformes en particulier. Et c'est vrai que la fourniture des données à caractère personnel par une personne peut servir d'échange, d'accès à un service ou
ou autres, et donc il faut articuler, en tout cas, il faut se poser la question de l'articulation entre protection des données et monétisation. C'est un sujet, en tout cas, qui présente pas mal d'enjeux éthiques. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une protection des données à deux vitesses avec des personnes qui sont économiquement plus fragiles ou plus vulnérables, qui seraient enclines en quelque sorte à monétiser leurs données? Ça soulève des questions juridiques importantes sur la liberté du consentement, sur l'information des personnes, sur la possibilité de traiter des données sensibles, sur l'exercice des droits. Vous parliez de règles à respecter, naturellement d'anonymisation. La CNIL est très sourcilleuse sur ces questions d'anonymisation des données, parce que bien souvent dans le langage public, il y a y compris des principaux responsables, économiques ou autres, il y a une confusion et politique, il y a une confusion entre anonymisation et pseudonymisation qui permettent la réidentification des données. Le collège de la CNIL est très soucieux dans les avis qu'il rend sur les différents systèmes d'information qui nous sont, qu'on examine, voilà, est très soucieux là-dessus. La CNIL et le DPB vont prochainement se prononcer sur des conditions d'encadrement sur la question de la monétisation des données, justement, et je rappelle juste que en tout cas en droit positif, il n'y a pas de propriété des données en tant que telle, puisque c'est un droit fondamental qui est attaché à la personne elle-même et qui est réputé être incessible. Exactement. Juridiquement, ce sont des droits inaliénables et d'ordre public, et on ne peut pas renoncer à ces données et donc au droit afférent. Je donne un exemple pratique. Lorsque vous communiquez à un réseau social vos données une partie de vos données à caractère personnel pour ouvrir un compte, vous ne lui transférez pas pour autant la propriété de votre nom et votre prénom, mais vous lui accordez un droit d'utilisation de ces données pour une finalité spécifique. Donc c'est vrai que les autorités de protection des données sont très soucieuses de ne pas évoluer vers un modèle de patrimonialisation, c'est difficile à dire, et donc voilà, des données, voilà, qui bénéficieraient en fait aux acteurs les plus forts. Merci. Merci à vous. Je passe la parole dans cette séquence qui a été organisée par Madame Anne Testu, qui est notre responsable de communication et de relations partenariales, et Madame Colette Bouquet, qui est la secrétaire générale, qui est délégué général de notre institut. Je passe la parole à maître Benjamin Martin Tardiva, qui est un bon spécialiste du droit des données. Vous avez la parole, cher maître et ami. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez tous, j'espère? Oui. Parfait. Madame la Présidente, je voulais tout d'abord vous remercier pour le temps que vous nous consacrez, pour les réponses très intéressantes que vous apportez à ces questions. Compte tenu de mon rôle en tant qu'avocat qui accompagne des PME, des TPE dans leur mise en conformité, qui forme les personnes qui seront les futurs contacts avec la CNIL, qui forme les gens à pouvoir rédiger des fiches de traitement, des registres, de mettre en place des registres, d'avoir et de respecter le principe d'accountability. J'ai un peu peur qu'aujourd'hui, ce que l'on pourrait appeler le taux de conformité de nos TPE et PME, j'entends pas, bien évidemment, celles que vous avez pu citer, qui ont des conseils d'administration, des COMEX et des budgets. J'ai très peur que ce taux de conformité soit bas, voire mauvais. Et j'aimerais savoir, en tant que président de la CNIL, quel pourrait être votre rôle, quelle pourrait être votre influence et votre impulsion pour que les clients, mais pas seulement eux, toutes les TPE, toutes les PME, aient un mouvement vers une mise en conformité, puisque si on reprend le titre de la conférence, l'or, c'est bien une richesse, le bleu, l'océan, c'est bien une fluidité, et j'ai un peu peur que cette fluidité bloque aujourd'hui. Je vous remercie, Madame la Présidente, de bien vouloir répondre à cette question. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une protection des données à deux vitesses des grandes entreprises qui auraient les moyens, en quelque sorte, de prendre en compte ces enjeux.
et de se mettre en conformité, et puis des petites et moyennes entreprises pour lesquelles ça resterait une langue étrangère. Et on a bien conscience à la CNIL, et nos homologues allemands aussi, qui sont très soucieux, par exemple, de ce sujet. Au moment de l'évaluation des 2 ans du RGPD, c'est un sujet qui a beaucoup été débattu au sein du Comité européen de la protection des données et par la Commission européenne elle-même, que le succès du RGPD ne peut venir que de son appropriation par un nombre très important d'acteurs, et donc par les PME et les TPE. Et je crois que vous avez raison de souligner que c'est certainement plus compliqué et plus difficile pour des PME et pour des TPE que pour des très grandes entreprises, même si les exigences, naturellement, ne sont pas les mêmes non plus des autorités de protection des données envers des petites structures qui brassent des données qui sont peut-être moins nombreuses, le cas échéant moins sensibles, et on essaye d'avoir une régulation naturellement proportionnée qui prend 2 formes en réalité. C'est d'une part de l'accompagnement et d'autre part des contrôles. L'accompagnement, nous sommes très actifs. On connaît la CNIL comme étant le gendarme de la protection des données, mais une très grosse moitié de notre activité en réalité, c'est de l'accompagnement. D'abord, comme on ne peut pas, on n'a pas les ressources pour suivre individuellement naturellement chaque acteur à travers les représentants des entreprises, à travers leurs fédérations qui sont variées, à travers des experts comptables par exemple. J'ai signé un partenariat avec les experts comptables, tout ce qui peut permettre de toucher en quelque sorte les PME et de leur expliquer notre prise nos positions, nos exigences, et de les aider. On les aide aussi en mettant à leur disposition des outils, par exemple des registres pour qu'elles sachent, des outils clés en main, des registres pour consigner leurs données. On a fait un MOOC, un cours en ligne, par exemple, sur la protection des données sur notre site, au moment où il y avait des cahiers de rappel dans les entreprises. En l'espace d'un jour ou 2, on a mis sur notre site une fiche qui suffisait, entre guillemets, de télécharger, d'exemples pour tous les restaurateurs qui souhaitaient avoir des registres pour consigner les personnes qui rentraient dans leur restaurant, qui soient conformes à ce qu'exige la protection des données en matière d'information, de rappeler qu'on ne va pas faire de la prospection commerciale avec ces données, etc. Donc, on essaye vraiment de s'adapter à la taille des entreprises qu'on est chargé de réguler. Et puis, il y a un point qui nous paraît aussi extrêmement important, c'est celui de la cybersécurité. Et on voit bien que les questions de sécurité, ou encore une fois, sont des questions sur lesquelles le RGPD a des exigences en dur, une obligation de moyens. Ça concerne aussi les TPE et les PME, et ne serait-ce que leur faire prendre conscience par nos différentes actions, nos différents contenus, nos recommandations sur les mots de passe, par exemple, des choses aussi simples que ça, des risques qu'elles encourent si elles rencontrent des problèmes en ce domaine, mais pas simplement des risques de sanctions, qui est notre deuxième levier, c'est tout aussi important. Et en ce qui concerne les plaintes, les contrôles et les sanctions, nous faisons un panachage entre les contrôles et les sanctions qui peuvent concerner les très grands acteurs et les PME et les TPE, parce que l'on voit que lorsque ce qu'on a fait il y a quelque temps, on met une amende de 450 000 € à un agent immobilier important parce que les données sont conservées trop longtemps, parce qu'elles sont accessibles par d'autres, enfin des données très personnelles. On imagine tous ce qu'on peut donner à un agent immobilier quand on cherche à louer ou à acheter quelque chose. On espère et on pense, et en liaison avec les fédérations concernées, que ça a un impact vertueux sur l'ensemble d'une profession. C'est la même chose si on met une amende à un chirurgien dentiste ou à 2 médecins, ce qui s'est fait récemment, même pour quelques milliers d'euros, pour des problèmes de sécurité liés aux données qu'ils avaient de leurs patients. Donc accompagnement et contrôle et sanctions, mais d'une façon proportionnée et adaptée à l'organisme. Mais c'est une préoccupation constante pour nous. Je voudrais vous poser... Oui, je vous en prie, continuez. Non, je voulais juste remercier la présidente pour cette explication claire. Et voilà. Je vous laisse la parole, monsieur le président. Non, je vous en prie. Je voudrais, chère présidente, vous poser une question qui est dans l'actualité.
le 15 décembre, les deux commissaires européens que sont M. Breton et Mme Vestager ont posé sur la table le cadre général des propositions dans deux domaines, le Digital Market Act, c'est-à-dire la régulation de la concurrence, et puis le Digital Services Act, qui est la régulation des services. Je suppose que vous connaissez bien votre institution connaît bien ces textes. Y a-t-il dans ces propositions des outils fondamentaux qui vous manqueraient, qui seraient nécessaires dans l'étape, au fond, de régulation européenne qui est en train de s'organiser dans l'Union? Qu'est-ce qui manquerait? En tout cas, c'est vrai que les grandes plateformes se comportent parfois comme des gatekeepers des marchés numériques. Donc, il est essentiel que le droit garantisse que ces acteurs se comportent équitablement. C'est l'objet du Digital Markets Act, qui, avec le Digital Services Act et le Data Governance Act, constitue la traduction législative de la stratégie numérique de la Commission européenne. Donc, du point de vue de la protection des données, je ne vois pas encore de manque particulier, même si ces propositions, d'ailleurs, elles vont évoluer. Hein, on en est au stade du début. Vous le savez mieux que moi, cher Jean-Marie, vous le savez mieux que moi, hein, comme vous connaissez très bien ces processus du trilogue. Je pense qu'il faut en revanche préciser, à défaut de manque que je n'identifie pas à ce stade, je crois qu'il y a un grand intérêt à préciser certaines règles dans leur application à de tels acteurs. Alors, si la CNIL soutient cette perspective de régulation dans la mesure où les champs, protection des données et concurrence équitable sont de plus en plus interdépendants, on l'a vu, il convient quand même d'avoir une interrégulation qui soit cohérente au niveau européen, qui est une régulation effective des acteurs concernés, et il faut bien articuler les textes, et il y aura probablement encore des évolutions de la proposition de la Commission dans ce sens, et il faut bien aussi regarder quels sont les mécanismes d'interaction entre les autorités de contrôle concernées qui ne sont pas encore nécessairement prévus à ce stade. C'est tout particulièrement vrai. Enfin, il faut veiller à articuler les différents champs réglementaires. C'est particulièrement le cas pour le pour le Data Governance Act, excusez-moi, qui concerne plus directement les compétences de la CNIL, et sur lequel le DPB, donc ce comité européen de la protection des données qui regroupe les CNIL européennes, va adopter un avis très prochainement pour veiller à équilibrer la dimension protection des données et la légitime préoccupation par ailleurs d'en permettre le partage à des fins économiques. Ouais. Une question qui nous provient d'un des fondateurs un des cofondateurs de notre institut, qui s'appelle M. Mathias de Bièvre, et il demande si la CNIL va s'impliquer dans la standardisation technique et juridique du respect des droits. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, je vous ai entendu, mais j'essayais de récupérer mon micro. Vous voulez que vous avez entendu la question? Oui, je crois avoir entendu la question, Jean-Marie, je vous remercie. Sur la standardisation des droits. D'une certaine façon, l'événement auquel j'ai déjà fait référence sur la portabilité des données, elle traduit notre souci de promouvoir en tout cas des nouveaux droits, des nouvelles techniques qui peuvent avoir un effet positif sur les droits des utilisateurs des services numériques. Et sur la standardisation en tant que telle, on a beaucoup travaillé sur la certification des compétences, par exemple, des délégués à la protection des données. Mais est-ce le rôle des autorités de protection des données de certifier des produits ou des services? Je ne sais pas si c'est le sens de la question. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Voilà.
Y a-t-il d'autres interventions parmi cette première vague qui souhaitent profiter des dernières minutes de présence de Madame Denis pour parler avec elle? Oui, peut-être une dernière question, si vous le voulez bien, parce que comme je vous l'avais expliqué, Oui, Jean-Marie, j'en suis confus, je vais devoir vous laisser, mais je vous laisserai en tout cas, en ce qui concerne la CNIL, en très bonne compagnie, à la fois avec Émile Gabrier, qui est à la CNIL depuis 12 ans et qui est mon conseiller juridique, si j'ose dire, RGPD, et avec Étienne Maury, qui est le moteur du service des affaires européennes et internationales. Voilà. Oui, quelqu'un veut-il réintervenir? Oui, moi je veux bien. Merci beaucoup. J'avais une dernière question concernant, on voit que au niveau européen et au niveau français aussi, on est de plus en plus, on vient à mobiliser de plus en plus les citoyens pour partager leurs données. C'est notamment l'altruisme en matière de données du projet de règlement sur la gouvernance des espaces communs de données. Est-ce que la CNIL envisage son rôle en tant que soutien, en tant qu'information pour ces citoyens, justement, pour bien les informer de l'implication du partage de leurs données, afin de leur donner un peu toutes les clés de compréhension pour leur permettre de faire justement ce choix, à savoir est-ce que je partage mes données à des fins d'intérêt général ou à des fins autres, et quel est un peu en fait quel est le rôle qu'envisage la CNIL à ce niveau-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la CNIL, depuis longtemps, travaille sur cette question d'ouverture des données. Par exemple, elle avait publié un cahier qu'on appelle IP, Innovation et Prospective, notamment sur la ville intelligente, qui pose très concrètement, par exemple, la question de l'ouverture des données. Et la CNIL est ne s'oppose pas du tout à la question de l'ouverture des données, mais elle souhaite que ça se fasse dans le respect de la protection des droits. Et c'est la raison pour laquelle il y a peut-être 1 an et demi maintenant, j'ai plus exactement la date en tête, je dirais fin 2019, on a publié avec la CADA, avec la Commission d'accès aux documents administratifs, un guide sur l'ouverture des données. Et donc c'est très significatif qu'on l'ait fait avec la CADA, en quelque sorte une institution dont la mission est de favoriser l'ouverture des données, et la CNIL qui a pour but de les protéger, alors par un certain nombre de conseils. Justement, on parlait d'anonymisation tout à l'heure sur un autre sujet. C'est une naturellement de ces dispositions. Et on voit qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui s'accentue en faveur de l'ouverture et du partage des données. On peut penser aussi à la mission Botorel, qui a fait une publication intéressante récemment en ce sens. Et vous parliez d'altruisme, et effectivement l'altruisme des données, la réutilisation de données publiques d'intérêt général, c'est une disposition du Data Governance Act, et aujourd'hui même le DPB, donc le Comité européen de la protection des données, va adopter son avis qui prendra position sur le rôle et les compétences des autorités de protection des données. Donc pour moi, il n'y a pas d'opposition entre ouverture et protection des données, mais une articulation à trouver, parce qu'on comprend très bien quel est l'intérêt en matière d'innovation, en matière économique, en matière d'intérêt public de l'ouverture des données, mais il faut que ça se fasse sans que ça porte nullement préjudice aux droits des personnes. Et on a même publié sur des thématiques particulières dans la foulée de ce guide sur la protection des données qu'on a fait avec la CADA, et on va continuer à le faire, des exemples de fiches pratiques qui permettent cette articulation. Je pense notamment aux collectivités locales qui ont beaucoup de données intéressantes qui peuvent être réutilisées. Voilà, en étant très brève, je vous prie de m'en excuser à chaque fois sur chacune des questions très, très variées et très intéressantes que vous posez. En tout cas, c'est un public de connaisseurs, à l'évidence. Donc, Jean-Marie, je vous remercie beaucoup d'avoir de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer devant ce public que vous avez mobilisé ce matin.
Merci beaucoup de votre temps. J'étais en train de vous dire, ça n'est que partie remise, parce qu'il y aura sans doute beaucoup d'autres questions qui vont arriver dans le débat européen notamment et qui concernent votre activité. Merci de votre présence. On va continuer pour ceux qui veulent intervenir avec M. Gabriel et M. Maury, dont je connais la carrière européenne avant d'être chez vous. Et nous allons peut-être prendre un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui veut intervenir là? Si je puis dire, la ligne est vraiment ouverte. Alors, je vais me permettre de prendre la parole pour relayer les questions du chat, si vous le voulez bien. Très bien, très bien. Nous avons une question de M. Valentin Lemarec, qui est avocat au cabinet Delcad, et qui explique que les entreprises, notamment les PME et TPE, voient trop encore les données comme une contrainte et se conforment surtout par peur du contrôle et de la sanction. Et donc, il demande comment les convaincre qu'une bonne gestion de données est un atout commercial, social, publicitaire, que c'est un investissement et quels seraient les leviers d'incitation de la CNIL à ce niveau? Alors, chers amis, qui prend la parole? Monsieur Gabriel? Oui, je peux m'en charger, bien sûr. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci beaucoup, monsieur. Alors, on y va. Je crois que la présidente a déjà un petit peu répondu à cette question, mais on le voit déjà que quelles que soient les modalités d'action de la CNIL et le levier d'incitation qu'elle aurait à sa disposition, en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que elle a évoqué tout à l'heure la fusion WhatsApp Facebook, et vous avez tous vu peut-être la migration qu'il y a eu sur des concurrents de WhatsApp à l'occasion des révélations sur les transmissions de données qui pouvaient avoir lieu à l'occasion de cette opération. On a également, ça a été rappelé, toutes les présentations de tous les acteurs du numérique qui mettent la privacy au centre de leur image de marque finalement. Donc il me semble qu'on a déjà beaucoup d'incitations commerciales à faire de la protection des données, que cette préoccupation soit véritable ou non, à faire de la protection des données un impératif, enfin un mode d'action de gouvernance de l'entreprise. S'agissant de la CNIL, évidemment, il n'y a pas que l'aspect contrôle et sanction. Le RGPD prévoit par exemple des mécanismes de certification, et la loi informatique et liberté des mécanismes de labellisation qui visent justement à avoir une vision un peu plus incitative et pas uniquement dissuasive de la protection des données. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons une dernière question de M. Nicolas Spatola, qui est chercheur, et qui demande comment se positionne la CNIL vis-à-vis des lois comme le Cloud Act, qui semblent interférer avec les volontés de protection et de contrôle de la diffusion des données. Et je pense que celle-ci sera plus pour Étienne. Oui, j'ai l'impression. Oui. Qui a fait un long parcours au Parlement européen, M. Maurice, si je me souviens bien. C'est bien ça. Merci, M. Cavada, et bonjour à tous. Concernant la CNIL et sa position sur le Cloud Act, on a adopté une position de façon commune au niveau européen, puisque le Comité européen de la protection des données a été saisi en 2019 par le Parlement européen, et la Commission des libertés civiles, que M. Cavada connaît bien, avait saisi le Comité européen justement pour demander son interprétation aux autorités de protection des données de l'Union en ce qui concerne l'interaction entre cette loi américaine, donc le Cloud Act, qui permet en fait d'étendre le champ et le pouvoir de mandat des autorités américaines sur les demandes d'accès auprès des entreprises. Et ce qu'ont dit les autorités européennes dans leur position, hein, qui est publique, c'est qu'effectivement, il y avait une non-conformité, en tout cas pour ce qui était des demandes adressées directement aux entreprises en dehors des canaux traditionnels de l'entraide judiciaire au niveau international, ce qu'on appelle les MLAT, et que donc il convenait pour les entreprises, en tout cas soumises au droit européen, de respecter les dispositions du RGPD, et le RGPD comprend notamment un article qui concerne les divulgations non autorisées et qui précise que cette question qui est de plus en plus actuelle des demandes d'accès par les autorités de pays tiers directement auprès d'entreprises européennes, ces demandes-là, elles peuvent être reconnues ou rendues exécutoires uniquement en application d'un accord international. En dehors de ces accords, on sort du cadre protecteur en fait, qui est défini par le RGPD. Donc c'est la position de la CNIL qui a été traduite aussi au niveau européen, une position commune des 28 autorités.
Et c'est notamment aussi sur ces questions-là que s'est positionnée la CNIL dans le cadre de ses observations sur le dossier HDH. De ce point de vue-là, M. Maury, le fait que la Cour de justice européenne, sous l'effet de la requête de l'avocat autrichien Max Schrems, ait fait tomber le bouclier de protection qu'on appelle le Privacy Shield. De ce point de vue-là, est-ce que vous êtes en attente, vous, autorité de régulation, d'un texte qui le remplacerait et qui fixerait les conditions d'éventuelle transmission de données européennes vers d'autres continents, notamment les États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas un vide très important qu'il va falloir combler? Alors, effectivement, les suites de l'arrêt dit Schrems 2, donc le deuxième contentieux auprès de la CJUE de l'avocat Max Schrems. Le deuxième coup de colère, vous voulez dire? Exactement, a créé une situation assez délicate pour tout ce qui est des transferts de données vers les États-Unis. En ce qui concerne une éventuelle nouvelle adéquation, de toute façon, c'est la Commission européenne qui a la main et qui est seule compétente pour initier ces actions. En revanche, nous, au niveau des autorités de protection des données, encore une fois au niveau européen, la Cour, dans son arrêt, a effectivement invalidé cette décision d'adéquation. Elle a pour autant précisé que d'autres outils pouvaient toujours être valides, notamment, alors il y a des outils qui sont prévus par le RGPD pour ces transferts, comme les clauses contractuelles type, mais qui devaient être probablement complétés par des mesures additionnelles. Ce qu'ont fait les autorités, c'est déjà, dès la fin de l'année dernière, publier une recommandation sur quelles peuvent être ces mesures additionnelles qui permettent, en l'absence de cette décision d'adéquation, d'assurer un niveau de protection essentiellement équivalent. Il y a une consultation publique et les autorités de protection de données vont préciser ces recommandations, les mettre à jour prochainement. Donc, c'est en tout cas, pour l'instant, l'élément qu'on apporte, qu'on essaye en tout cas d'apporter aux entreprises pour une meilleure sécurisation de leur transfert sur ces sujets-là. Ensuite, en ce qui concerne l'accès, on va dire, à des fins répressives par les autorités de différents pays, et on est conscient qu'il y a effectivement des enjeux, y compris pour les autorités répressives européennes, d'accéder à ces données, et qu'on a aussi un vide juridique. Il y a des discussions qui sont en cours. Notamment, il y a un mandat qui a été donné à la Commission européenne pour qu'elle négocie un accord avec les États-Unis sur l'accès aux preuves électroniques. Ça pourrait être une solution aussi pour régler ce problème des demandes d'accès émises directement entre pays. Et puis, il y a aussi des discussions sur un protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe de Budapest sur la cybercriminalité. Donc ça, ce sont deux instruments qui sont encore en cours de négociation et d'élaboration, mais qui pourraient aussi apporter des réponses en termes de sécurité juridique pour ces flux de données. Ce qui veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes et d'entreprises notamment qui sont aujourd'hui dans une sorte de zone d'ombre parce que le transfert de leurs données vers les États-Unis se poursuit pour beaucoup d'entre elles. Mais en réalité, il n'y a plus de protection légale dans cette affaire. Si demain, quelqu'un veut ester contre ça, au fond, le champ est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'invalidation effectivement de la décision d'adéquation ne permet plus aux entreprises, on va dire, de transférer sans encadrement. L'avantage de ces décisions d'adéquation, c'était qu'on déclarait que le pays assurait un niveau adéquat, il n'y avait pas de formalité, on va dire, supplémentaire. Il n'y a pas de totale insécurité juridique dans la mesure où le RGPD prévoyait d'autres outils de transfert qui restent valides et applicables. On a notamment les règles contraignantes d'entreprise et puis ce qu'on appelle les clauses contractuelles types qui sont des contrats types modèles pour ces entreprises et donc qui peuvent les utiliser. Et ce qui s'est passé notamment suite à l'invalidation de la décision d'adéquation Privacy Shield, c'est qu'effectivement les entreprises ont dû entre guillemets changer d'outils de transfert et donc mettre en place ces clauses contractuelles types. Et la difficulté peut-être supplémentaire, c'est qu'effectivement pour assurer un niveau de protection vraiment essentiellement équivalent, il y a la nécessité, le cas échéant, de mettre en place des mesures additionnelles. Et ça, c'était on va dire une condition posée par la Cour que nous, on a dû aussi expliciter et développer dans nos recommandations. Donc, le vide juridique, je dirais, n'est pas complet. Il reste des outils, même s'il reste aussi des difficultés finalement du fait du cadre juridique américain aux États-Unis en matière d'accès par les données, où là, on a aussi besoin, je pense, de discussions au niveau international sur le sujet. Je propose, chers amis, intervenants qui avait ouvert le bal tout à l'heure, de continuer maintenant, puisque
nous avons la possibilité de profiter des deux responsables de la CNIL pour être à votre disposition. Alors, je m'adresse à Thomas, Marie, Benjamin, Étienne, enfin bref, tous ceux qui veulent. Qui prend la parole? Oui, peut-être pour compléter la question, il y a un grand Thomas, nombre d'entreprises aujourd'hui, d'éditeurs de logiciels en particulier, tels que nous, qui utilisons de plus en plus d'outils américains pour faire du marketing, pour faire du suivi, du CRM, enfin, vous voyez, des choses très concrètes. Effectivement, cette invalidation du Privacy Shield nous a mis dans une relation délicate parce que le contrat que nous avons généralement, nous les éditeurs ou les PME avec ces services, c'est simplement les CGU, qui d'ailleurs ne sont pas, entre guillemets, négociables. Pour adhérer à ces services, qu'est-ce que vous pourriez nous préconiser? Est-ce qu'il faut, et j'en avais parlé avec quelques entrepreneurs il y a quelques temps, est-ce qu'il faut abandonner ces services? Et alors, où aller? Ou est-ce qu'il faut accepter de pouvoir, quelque part, ne pas respecter la loi? Alors, c'est une vaste question que vous posez. En effet, hein, comme le disait M. Cavada, ces arrêts ont quand même créé une insécurité juridique assez importante pour de très nombreux acteurs. Dans le fond, évidemment, à long terme, c'est ce que vous disiez, M. Cavada, c'est évidemment un nouvel accord qui ne pourrait être légal que si le droit américain était modifié sur des points vraiment substantiels, qui pourrait régler la question. L'autre manière de régler la question, c'est évidemment d'un point de vue technologique. Comme vous le disiez, Monsieur Faure, à l'instant, c'est parce qu'on est en fait dépendant des acteurs économiques américains pour tous ces fournisseurs de technologie. Et donc, en fait, à mon avis, à long terme, les deux pistes de sortie de cette situation sont soit juridiques, mais sans que ce soit nous qui ayons la main, ni les Européens qui aient la main, avec les Américains qui devraient modifier leurs droits, ou bien technologiques, et là, les Européens ont plus la main, et on espère que l'aspect protection des données, comme la présidente essayait de l'indiquer dans son propos liminaire, peut contribuer justement à créer une véritable souveraineté technologique européenne. Dans l'intervalle, il y a en effet une insécurité juridique importante. Étienne a déjà donné beaucoup de réponses, donc on peut en effet continuer à utiliser certains outils de transfert, à essayer d'améliorer, de prévoir des garanties additionnelles à celles qui sont prévues dans ces outils de transfert, à titre plus exceptionnel, recourir à certaines dérogations qui sont prévues dans le RGPD lorsque finalement le transfert est absolument nécessaire à toute une série d'objectifs. Donc on peut continuer à le faire, et il faut aussi compter, je pense, sur l'esprit de responsabilité du régulateur qui ne va pas aller chercher des poux de la même manière à une énorme entreprise ou par exemple au hasard la plateforme nationale des données de santé qui héberge de très nombreuses, les données de santé de tous les citoyens français, et qui fait le choix d'un hébergement qui est justement soumis aux mêmes lois que celles qui ont causé l'annulation du Shield, et l'utilisation par toutes les PME d'outils bureautiques. Voilà, on ne se sera pas mis sur le même plan. Le RGPD incite à prendre en compte les risques pour la protection des données de chaque traitement qui est effectué. Cela s'applique également au transfert. Et donc, évidemment, il y a des situations où la légalité peut être discutable parfois. Il convient dans ce cas-là de faire le tri entre les opérations qui sont vraiment problématiques et celles qui le sont moins, et de prioriser les actions, notamment d'enforcement, d'application de la loi par la CNIL, en fonction de ces situations bien distinctes. Est-ce que précisément cet handicap que nous subissons, est-ce que ça ne pourrait pas être tourné à notre avantage en maintenant finalement une régulation plus sévère auprès des marchés publics en particulier? Ce qu'il y a derrière ma question, c'est évidemment le sens politique ou l'orientation politique qu'on pourrait donner à ces décisions de justice, et profiter peut-être d'une interdiction ou d'une illégalité
pour pouvoir contraindre davantage nos marchés publics et évidemment, en conséquence, favoriser la commande publique européenne. Est-ce que je peux juste Oui, je vous en prie. ajouter un petit peu à cette question? En fait, j'ai une question qui va vraiment dans le même sens. Donc, pour l'instant, une grande partie de la discussion est vraiment axée sur comment protéger les citoyens par rapport à quelques grands intérêts privés, donc, les GAFA. Donc, on a déjà soulevé le point qu'il y a quand même beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas du tout la même capacité, on va dire, de nuisance ou de causer des problèmes. Mais comment est-ce que la question est vue du point de vue de la CNIL par rapport aux données publiques et leur capacité à être utilisées justement pour créer cette souveraineté technologique européenne, de permettre, en gros, l'exploitation des données publiques à des fins d'innovation et de développement de nouveaux produits? Oui, je voudrais, Marie, si vous permettez, rajouter un petit codicile à votre question et celle de Thomas. C'est très important. C'est un peu sous le boisseau encore aujourd'hui, la donnée publique, mais que ce soit à l'échelle de votre mairie, de votre département, de votre région, à l'échelle de l'État et de ses fonctions régaliennes notamment, dans tous les domaines, que ce soit fiscal, que ce soit santé, que ce soit notamment éducation, où finalement entre LinkedIn et Microsoft, ce sont les deux principaux systèmes qui gèrent le background des données d'éducation et de formation. Ces questions sont souvent sous le boisseau. Est-ce que la CNIL a sur cette affaire-là l'intention d'aller beaucoup plus loin? Parce qu'on est un peu dans une sorte de no man's land, de non-dit. J'entends pas beaucoup d'actions, j'entends pas beaucoup de déclarations sur ce sujet. Alors, sur ce sujet, merci beaucoup pour toutes ces questions très intéressantes. Alors, vous savez mieux que nous qu'une actualité en chasse une autre, et en particulier pour le numérique. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'action particulière qui prenne le devant de la scène sur l'aspect données publiques. Mais la présidente en a parlé tout à l'heure. La loi République numérique avait créé la possibilité d'avoir un collège commun entre CADA et CNIL. Donc, la CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs, dont l'objet même et de favoriser l'ouverture, la communication des données publiques et leur libre réutilisation, et la CNIL. Et ce collège commun s'est réuni à plusieurs reprises pour évoquer précisément la bonne articulation entre protection des données personnelles et réutilisation des données publiques. Et ça a donné lieu notamment à un guide pratique commun CNIL-CADA sur comment concilier ces deux impératifs qui sont tout aussi légitimes, et comment s'assurer que la réutilisation des données se fait dans des conditions conformes à la protection des données personnelles ou inversement selon la perspective qu'on souhaite développer. Donc voilà, des choses sont faites. Il me semble qu'il y a également d'ailleurs des législations européennes sur le sujet, sur la réutilisation des informations publiques, qui est dans le RGPD également un miroir de ces législations, puisqu'il est prévu que la protection des données personnelles doit être articulée avec le droit d'accès du public aux documents administratifs et éventuellement à leur libre réutilisation. C'est plutôt sur la base d'initiatives un peu plus sectorielles qu'on pourra voir des choses. Je crois que l'articulation un peu globale des deux cadres est maintenant assez bien comprise et assez bien appréhendée par le droit et par les spécialistes. C'est plutôt sur la base d'initiatives un peu sectorielles que les choses pourraient bouger. Un exemple, la CNIL, au titre des priorités, alors plutôt pour la fin de l'année, puisque comme vous l'avez vu, le programme était déjà très chargé à ce que vous avez dit à ce que vous a présenté la présidente, a mis l'intelligence artificielle au titre de ces priorités de fin d'année. Et dans ce cadre, il va être beaucoup question en effet de réutilisation des informations publiques. Vous savez qu'une des critiques qui est faite, c'est que pour que les logiciels d'intelligence artificielle puissent apprendre correctement, il leur faut un volume de données très important. Et de fait, les données publiques constituent un volume de données très important qui devraient servir à double titre finalement à la communauté, à la fois pour leur usage initial et éventuellement pour de la recherche. Je signale au passage que le RGPD
en tout point favorable à la recherche, parce qu'il prévoit que il est toujours possible de réutiliser des données personnelles à des fins de recherche, il est toujours possible d'allonger la durée de conservation par rapport à ce qui a été initialement prévu à des fins de recherche. Il est possible également, si cela est justifié, d'écarter des droits des personnes dès lors que c'est nécessaire à des fins de recherche. Donc on voit bien qu'on a un cadre juridique qui est très favorable, et donc on devrait essayer de publier quelque chose là-dessus d'ici la fin de l'année sur comment réutiliser les informations publiques, notamment à ces fins d'intelligence artificielle. Alors, je sais que ça répond que partiellement à votre question, mais on a bien en tête en tout cas ces sujets. Et alors, si vous voulez que je réponde sur l'aspect souveraineté, mais je crois que j'avais déjà à peu près dit l'essentiel. Oui, merci beaucoup, Monsieur Cavada. Sur ce que vous disiez, Monsieur Faure, au départ sur les marchés publics, c'est évidemment une piste. Hein. Nous, on a dit ça pour le HDH. On l'a dit également pour des logiciels éducatifs. Qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'éducation nationale et qui font appel là aussi à des fournisseurs de techno américains et qui du coup soit donnent lieu à des transferts vers les États-Unis, soit donnent lieu à la possibilité, soit sont soumis au droit américain et donc donnent lieu à des transferts, à des divulgations non autorisées de données à caractère personnel au sens de l'article 48 du RGPD. Donc en effet c'est une piste. Là aussi il nous semble qu'il faut faire le tri, pas parce que uniquement c'est public qu'il faut être très sévère. On peut se dire qu'on n'a pas envie pour la simple utilisation d'outils bureautiques de paralyser l'action des administrations à court terme. Il faudra sûrement faire le tri entre voilà ce qui est vraiment prioritaire en termes de sensibilité des informations, donc données de santé, les données des enfants. Voilà, ce sont des bonnes pistes, des bons indicateurs. Mais bien évidemment, il s'agit d'une opportunité politique. Et d'ailleurs, la Cour de justice ne s'en est pas cachée, je crois, dans son approche. C'est l'occasion, la présidente vous en parlait, il me semble, dans son propos liminaire, on a un alignement des planètes un peu inédit entre, c'est l'occasion de faire converger complètement souveraineté technologique et protection des données personnelles. C'est là aussi, encore une fois, un des objectifs du RGPD que d'assurer, de garantir la souveraineté technologique européenne. Merci. Est-ce que Benjamin est toujours avec nous et Maître Martin Tardiva, est-ce que vous avez envie d'intervenir? Je suis toujours là et j'aimerais peut-être quitter ce sujet pour revenir sur un point que vous venez juste d'évoquer, que Madame la Présidente a évoqué elle aussi, à savoir l'émergence de l'intelligence artificielle et du rôle de la CNIL dans cette émergence. On sait que le RGPD a institué quelque chose de très important qui est le droit de savoir. J'ai le droit de savoir ce que l'on fait de mes données personnelles. Est-ce que vous ne pensez pas que nous devrions aller un peu plus loin, à savoir développer notamment ce qui est aujourd'hui assez couru aux États-Unis, à savoir l'XIA, l'Explain Intelligence Artificial, qui est sur le droit d'explication. Autrement dit, est-ce que, en tant que citoyen, je n'ai pas, au-delà du droit de savoir, un droit aussi d'explication? C'est pour vous, M. Maury. Ou pour moi, comme vous voulez. Oui. Je vais y aller. Oui, non, sur le droit d'explication, enfin, la CNIL sur les sujets de l'IA s'est aussi positionné déjà par le passé et déjà depuis plusieurs années, notamment avec l'organisation d'un débat public au niveau national et suite à ce débat public, la présentation d'un rapport qui portait surtout sur les moyens de garder la main finalement sur l'évolution de ces technologies avec deux grands principes, celui de vigilance et celui de transparence justement. Donc on en vient notamment à la question de l'information, l'explication, mais aussi la question effectivement d'avoir une explication et les logiques sous-jacentes. Ce qu'il faut dire, c'est encore une fois, la présidente l'a dit dans son intervention, que le RGPD est un instrument de protection des données qui est technologiquement neutre et qui prévoit déjà des obligations en matière de transparence, y compris lorsqu'on parle de décisions automatisées. Donc on rentre bien là dans le champ des traitements par algorithme et des systèmes d'intelligence artificielle, une obligation en ce qui concerne l'explication des logiques sous-jacentes de ces traitements à l'égard des personnes concernées. Donc on considère que, encore une fois, effectivement, il y a besoin de précision, d'interprétation, voire de recommandations spécifiques à un secteur ou pourquoi pas à une évolution technologique, mais qu'en tout cas, le cadre juridique qu'on a ici nous permet d'évoluer en conformité
et pour la CNIL, justement, d'accompagner en lançant des travaux. On a aussi des discussions au niveau européen et international sur ces questions-là, notamment le réseau international des autorités de protection des données, donc pas au niveau européen, mais mondial, un groupe de travail sur le sujet, a adopté il y a 2 ans une déclaration qui pose aussi certains principes, notamment en matière d'auditabilité, d'explication aux personnes concernées, et aussi un principe qui avait été, on va dire, acté parmi toutes les autorités au niveau international, c'était l'information des personnes concernées, de savoir qu'ils sont en interaction avec un système d'intelligence artificielle. C'était notamment en réaction au développement en ce qui concerne les assistants vocaux, voire même les chatbots ou les interlocuteurs qui sont finalement des systèmes d'intelligence artificielle et non pas des personnes physiques. Est-ce que juste pour continuer sur cette voie-là, où effectivement le rapport de la CNIL sur comment garder la main était très intéressant, est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi compte tenu de la complexité? Comment est-ce que je peux expliquer à quelqu'un qui n'est pas forcément formé les tenants et les aboutissants? Aujourd'hui, si on va dans la logique de l'intelligence artificielle, même certains qui jouent avec l'intelligence artificielle ne savent pas exactement ce vers quoi on tend. Donc, comment en arriver à une explication? Qui cela? Qui veut bien se lancer? Ouais, vous avez bien sûr 1000 fois raison. C'était un rapport juste pour vous dire que ce sujet nous tenait à cœur en effet depuis de nombreuses années, et puis comme l'a dit Étienne ensuite, qui a été remis sur le métier finalement avec le RGPD. Il faut évidemment rentrer dans un peu plus de détails maintenant. C'est une situation, c'est un sujet très complexe. Maintenant, de nombreux rapports, mais que vous connaissez si vous êtes spécialiste du sujet, ont été remis récemment. L'Institut Montaigne, par exemple, et en effet, l'explicabilité et puis la manière de bien le faire, parce que là aussi, conformément au RGPD, non seulement on doit donner des informations, mais dans des langages clairs, accessibles, compréhensibles par tous, en faisant éventuellement une distinction justement entre les catégories de personnes concernées. Donc, il faut évidemment rentrer dans un degré de détail plus important. Je vous ai dit qu'on avait un projet un peu global sur l'intelligence artificielle, mais plutôt donc pour la fin de l'année, dans lequel l'aspect explicabilité des algorithmes sera évidemment un sujet très intéressant. On a là aussi des initiatives un peu Pardon? Non, c'était juste une mauvaise manipulation de mon stylo. Je vous en prie. Je vous en prie. On a aussi, je vous disais, des choses un peu plus sectorielles. On travaille beaucoup, par exemple, avec le défenseur des droits sur les biais discriminatoires des algorithmes. Donc, il y a eu un colloque commun DDD CNIL ouvert par le précédent DDD, Monsieur Toubon, et la présidente de la CNIL. Ça aussi, c'est un sujet très important. C'est plus le DDD qui tient la main du coup, puisque le focus est fait sur l'aspect discrimination. Mais dans ce cadre-là, on a aussi en effet la question de l'explication à la fois pour les concepteurs de ces algorithmes et puis pour les personnes qui sont concernées ensuite par ceci. Donc c'est au programme bien sûr. L'explicabilité, c'est un enjeu absolument essentiel. Les délais de transport pour ce colloque commun n'ont pas dû être trop longs, puisque, si ma mémoire est bonne, vous travaillez dans le même bâtiment, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors, ça a été malheureusement en période très peu après le début de l'épidémie, donc il a été encore moins long puisque tout le monde est resté chez soi. Oui, évidemment. Alors, cher Kevin, je vois un message de Monsieur David Bigot, qui est un participant. Je vous laisse faire. Tout à fait. Monsieur David Bigot est directeur SI Santé de Groupema et il pose la question suivante. Est-il envisagé de rendre plus souple l'exploitation des données, notamment de santé, non pas pour les monétiser, mais pour améliorer la prévention, un sujet qui est particulièrement d'actualité, tant sur le plan public que privé? Qui plonge? N'importe qui, nous sommes absolument tout terrain et amphibie avec je vois ça, oui, avec amphibie, Étienne. Oui. Donc aucun problème. Sur l'aspect données de santé, alors je suis pas sûr de complètement comprendre la question. Peut-être 2 ou 3 choses de base d'abord. Les données de santé sont des données particulièrement sensibles.
données qui sont relatifs à l'état de santé des personnes, sont des données qui font l'objet d'une protection particulière. C'était le cas depuis 1978 en France et ça a été réaffirmé avec force par le RGPD qui prévoit donc un principe général d'interdiction du traitement de ces données et puis un principe d'exception. Puis rassurez-vous, il y en a quand même beaucoup quand même dans lesquels on peut se couler. Et évidemment, dès lors qu'on parle de données de santé, la santé publique fait partie des exceptions qui permettent de traiter ces données. Il n'y a pas pour autant de blocage ni de la législation ni de l'action des régulateurs sur la possibilité de traiter des données de santé à des fins de prévention. Il y a une articulation qui est donc trouvée d'abord au niveau européen et puis en particulier au niveau national qui prévoit des procédures un peu particulières pour traiter les données de santé. Ce sont les seuls traitements qui restent soumis à l'autorisation de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du RGPD, alors que vous savez, toutes les anciennes demandes d'autorisation ont disparu du paysage juridique. Le traitement des données de santé, c'est le seul qui reste, mais avec plusieurs aménagements importants. Alors, pas rentrer dans le détail des procédures, ça vous intéressera pas trop, mais on a quand même eu un shift important puisque le silence de la CNIL maintenant, qui est gardé pendant 4 mois sur une demande d'autorisation de traitement de données de santé, vaut acceptation, alors qu'auparavant le silence valait refus, et donc on avait beaucoup de refus implicites qui étaient faits. Ça montre, c'est anecdotique, mais ça montre un petit peu la direction qu'a voulu donner le législateur à ces questions. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu vite en matière de traitement de données de santé. Évidemment, le contexte que nous connaissons tous depuis un an le démontre. Et alors, dans ce contexte-là, évidemment, la CNIL a fait plus qu'aller vite. Il y a eu des autorisations sur des traitements de recherche médicale, en particulier, qui ont été délivrés en quelques heures par la CNIL dès lors qu'elles concernaient le Covid. Donc, il n'y a pas de blocage juridique, et il y a encore moins de blocage régulatoire, je dirais, sur l'aspect traitement de données santé à des fins de prévention. Voilà, j'espère que je réponds suffisamment à votre question, monsieur. Merci. Je vous propose, Kevin, qu'on prenne un dernier chat. C'est celui de Charlène Saison. Tout à fait, qui est responsable de pôle pour l'association NQT et qui demande si vous pensez qu'à moyen ou long terme, ce nouvel or bleu pourrait être intégré dans les politiques RSE des entreprises directement afin de les aider à ce que le RGPD ne soit pas simplement une mise en conformité ni une contrainte, mais bien un levier de confiance, de crédibilité, de performance des entreprises envers leurs clients, leurs salariés et les citoyens. Et Madame Saison précise, la notion d'éthique qui est au cœur des enjeux RSE pourrait peut-être être la clé d'une meilleure intégration du RGPD dans le secteur privé. C'est intéressant ça, mais lequel de vous deux ou lesquels vous deux se jettent à l'eau dans quel ordre? Si vous voulez, je peux juste commencer en tout cas pour dire que sur les questions RSE et finalement les questions de réputation qui sont liées au traitement de données personnelles, on a constaté quand même depuis 2018, même un peu avant, mais beaucoup depuis l'application effective du RGPD, en fait, d'abord des actions de mise en conformité juridique, mais aussi vraiment une montée en puissance de l'argument vie privée pour de nombreuses entreprises. Et finalement, ces questions-là et le respect de la protection de données ont été intégrés à la fois déjà dans les politiques RSE, mais aussi pour certaines entreprises ont même été présentées comme avantage concurrentiel ou en tout cas comme politique auprès des consommateurs pour faire valoir leurs produits ou leur politique d'entreprise justement parce qu'ils respectent la vie privée. Et c'est vraiment un phénomène qu'on a observé au niveau européen et international pour ces entreprises. Ensuite, les questions éthiques et savoir dans quelle mesure, effectivement, ces questions-là, les traitements de données personnelles et plus globalement les politiques de responsabilité sociale des entreprises doivent être intégrées. Il y a effectivement débat. Il y a aussi des discussions au niveau européen sur le cadre RSE pour les entreprises, comment le développer, comment peut-être l'augmenter au vu des développements technologiques. Donc ça fait partie, je pense, des discussions qui alimenteront aussi les débats du législateur. Je ne sais pas si Émile souhaite compléter avec d'autres éléments CNIL. Oui, un tout petit point, merci Étienne. Oui, un tout petit point sur l'aspect national. La CNIL est dotée depuis là aussi la loi pour une république numérique depuis 2016 d'une mission d'animation du débat éthique. C'est dans ce cadre-là que le rapport qui a été mentionné par Étienne sur l'intelligence artificielle a été élaboré. Donc c'est pour vous dire que
la dimension éthique, la CNIL y tient beaucoup. Elle organise au moins un événement annuel sur un sujet éthique. C'était de manière, l'année précédente, c'était de manière un petit peu prémonitoire parce que c'était en tout début d'année sur le télétravail. On avait également donc sur l'intelligence artificielle. Alors cette année, cela m'échappe je sais pas si tu t'en souviens, toi, Étienne, cette année, le thème de l'événement éthique. Mais voilà, chaque année, on a un événement de ce type. C'est quelque chose qui est vraiment très important, à la fois parce que l'éthique est de toute façon au fondement elle-même des principes juridiques et de la loi informatique et liberté, mais puis parce que tout simplement, on voit bien que le droit ne peut pas tout. Donc, on le met en avant dès qu'on peut, cette dimension. Un exemple, c'est dans le cadre de la reconnaissance faciale. Et la CNIL a sorti il y a un peu plus d'un an maintenant un peu une note de position un peu globale sur la reconnaissance faciale et son utilisation dans l'espace public. Et on voit bien que si juridiquement on peut toujours essayer de faire rentrer un petit peu des ronds dans des carrés, les avocats, les spécialistes du droit le sauront. Parfois, éthiquement, on arrive à des murs un peu plus importants ou en tout cas à des questionnements un peu plus profonds. Et on voit bien, par exemple, sur la reconnaissance faciale, que en fait, sa généralisation dans l'espace public, elle pose évidemment des problèmes juridiques importants, mais elle pose tout d'abord des problèmes éthiques. Est-ce qu'on peut, alors même que il n'y a aucun principe constitutionnellement garanti de l'anonymat dans l'espace public, on voit bien pour autant que éthiquement, chaque citoyen comprend cette assertion et qu'il a envie de pouvoir se déplacer, par exemple, dans la ville sans être suivi et tracé chaque seconde. Donc, le droit n'explique pas tout et la dimension éthique est vraiment très importante, en particulier, alors, pour l'exemple que vous donniez pour les politiques des entreprises, mais de manière plus globale dans la régulation du traitement de données. Merci infiniment. Mais écoutez, je Monsieur pense Cavada, que... Oui, je vous en est-ce que prie. vous m'accordez une dernière intervention? Mais bien sûr. Oui, alors j'avais juste, je rebondis sur la remarque, enfin sur la question de Monsieur David Bigot. Il faut absolument suivre l'action européenne qui va intervenir fin 2021 avec la création de l'espace commun de données de santé, où là la question sera évidemment à l'ordre du jour au niveau européen. Et après, ça découlera évidemment dans les États membres, dont la France. La feuille de route a été publiée, il me semble, fin 2020 ou tout début 2021. Donc, on a déjà un peu les perspectives que la Commission souhaite mettre en œuvre. Ensuite, je reprends aussi une autre question de Monsieur Mathias de Bièvre, qui posait des questions sur le DGA et l'implication de la CNIL. Alors, évidemment, je parle sous contrôle de la CNIL. Hein. À ma connaissance, la CNIL sera évidemment impliquée, notamment parce que le régulateur européen, donc l'autorité européenne, sera impliquée dans le comité sur l'innovation pour les données. Donc là, il y aura un rôle forcément indirect par l'autorité européenne et je pense de toute manière que la CNIL sera amenée à prendre position sur les espaces communs de données et sur l'articulation, enfin, sur la mise en œuvre du DGA. Ensuite, j'avais une dernière question et je rebondis là sur l'intervention précédente de Monsieur Gabriel sur le fait que le RGPD corresponde, enfin, et apporte une solution juridique tout à fait convenable entre protection des données et ouverture des données publiques notamment. Sur le plan juridique, je partage tout à fait cet avis. Hein. Seulement, je souligne que beaucoup d'acteurs, en fait, que ce soit dans le secteur public ou privé, ne comprennent pas forcément les implications du RGPD. C'est vraiment vu comme un frein, un peu une menace. Enfin, pas une menace, mais quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Et derrière, en fait, il y a toute la responsabilité pénale qui est un petit peu vue comme ce qu'il faut absolument éviter. Et donc, les acteurs en viennent à ne rien faire pour justement ne pas éviter de se retrouver sous la responsabilité et mis en cause. Ça, c'est notamment le cas pour beaucoup de collectivités territoriales qui n'ont pas les compétences forcément pour bien comprendre leurs responsabilités juridiques et qui en viennent donc à ne pas du tout ouvrir leurs données publiques. C'est aussi le cas pour les PME ou les TPE qui ne veulent pas prendre de risques et donc en viennent à ne rien faire. Ma question est, au niveau européen, on en vient de plus en plus à une modification du RGPD. C'était notamment le député européen Axel Voss pour l'Allemagne qui évoquait cette question, notamment pour mieux articuler le RGPD avec les impératifs économiques et les besoins des acteurs de partager leurs données. Ma question est donc, comment la CNIL se positionne un petit peu dans ce débat qui émerge et que notamment le rapport Botorel a souligné. Merci beaucoup. Merci. Je vais tenter d'apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Tout d'abord, juste sur la modification du RGPD, le texte en lui-même, je voulais juste rappeler qu'il y avait eu une évaluation du RGPD 2 ans après son application effective qui a été menée
par la Commission européenne. Le Parlement européen, le Conseil se sont positionnés et les autorités de protection des données au sein du comité également, et elles ont estimé qu'à ce stade, elles n'estimaient pas nécessaire de revoir ou d'amender le texte. En pensant également aux entreprises qui avaient fait des efforts de mise en conformité, mais qu'en tout cas, en termes d'effectivité, on ne voyait pas de nécessité d'amender le texte. Sur la question du DGA, donc du Data Governance Act, c'est effectivement, et la présidente l'a rappelé, un texte qu'on suit de très près, puisque il nous concerne peut-être encore plus que en tant qu'autorité de protection des données, encore plus que le DSA ou le DMA. Je ne vais pas pouvoir griller la priorité au Comité européen de la protection des données qui adopte son avis cet après-midi, mais la CNIL est co-rapporteur pour sa rédaction. Donc, je peux en tout cas vous dire les perspectives qu'on devrait aborder. D'abord, c'est intéressant de rappeler qu'effectivement, ce projet de règlement, il est peut-être un peu moins connu ou moins sous les lumières des médias bruxellois que le DSA ou le DMA. Mais il prévoit beaucoup de dispositions qui ont trait au sujet dont on a débattu aujourd'hui, notamment sur la réutilisation des données du secteur public. Il y a une articulation entre la directive sur les données ouvertes, l'open data, et justement le Data Governance Act qui vient compléter aussi une partie de ces dispositions et qui préfigure aussi, dans le cadre de la stratégie européenne de la donnée, le Data Act qui va arriver, et aussi, vous l'avez mentionné, les espaces européens de données, notamment sur les sujets de santé. Donc, il y a vraiment un enjeu sur ce cadre juridique-là. Nous, à première lecture, et ce qu'on a pu déjà dire, et ce sur quoi on a travaillé avec les autres autorités, et donc ça devrait être adopté cet après-midi et rendu public demain, c'est justement, plutôt que de réfléchir à des amendements ou modifications du RGPD, justement de rappeler, et la Commission l'a dit, que le RGPD devait être le socle de cette stratégie numérique, c'est de veiller à l'articulation, c'est-à-dire ces nouvelles dispositions du DGA qui vont concerner notamment les prestataires de services de partage de données ou les organisations altruistes, elles doivent s'articuler et s'intégrer aux dispositions du RGPD, elles ne doivent pas venir les contredire, puisque au-delà de la question fondamentale de la protection des droits des individus, on va aussi avoir des entreprises qui vont être prestataires de services de partage de données, qui seront soumis au RGPD et également au Data Governance Act. Donc l'enjeu de cette articulation, c'est pas vraiment on va dire une bataille entre autorités ou partisans d'un champ réglementaire ou d'un autre. C'est vraiment d'avoir au final une articulation cohérente qui permette aussi le développement et on va dire d'atteindre les objectifs de la stratégie numérique posée par la Commission européenne. Et sur ce point-là, on considère aussi que cette articulation, elle doit aussi être faite en matière de compétences pour les autorités qui vont être désignées pour l'application du DGA. Alors effectivement, la Commission européenne a prévu qu'il y ait un European Data Innovation Board, donc un nouveau groupe d'experts qui rassemblerait l'ensemble des autorités désignées. C'est un sujet effectivement qui pour nous est essentiel, c'est d'avoir une plateforme pour dialoguer. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel niveau on intervient en tant qu'autorité au niveau national et européen. Et en fait, quel est le meilleur modèle pour assurer une application cohérente aussi de ces dispositions dans tous les pays de l'Union, puisque il faut aussi éviter tout ce qui est forum shopping et on va dire approche réglementaire divergente entre pays de l'Union, sinon on rate aussi l'objectif du marché unique numérique européen. Merci de vous être lancé dans cette réponse, cher Monsieur Maury. Votre réponse me suggère une observation quasiment de mauvaise humeur, non pas à votre égard, mais la Commission européenne, lorsqu'elle traite des sujets, compte tenu des pouvoirs dont elle dispose, il faut bien observer qu'elle a tendance à multiplier les échelons d'autorité morale ou d'autorité juridique, disons de magistrature intermédiaire. Et on le voit bien d'ailleurs dans le texte du DSA qui superpose, à première vue en tout cas, jusqu'à ce que ce soit tranché par des débats avec le Conseil et avec le Parlement, mais qui superpose un certain nombre d'acteurs censés être surveillants, régulateurs, signaleurs, etc. Et ça disperse évidemment beaucoup l'autorité et le pouvoir. Et en ce qui me concerne personnellement, je suis extrêmement réservé et méfiant par rapport à cette dispersion. Parenthèse fermée. Moi, je veux remercier tout le monde, c'est-à-dire d'abord la CNIL et les partenaires de IDF Rights pour cette séquence, largement organisée avec le concours de M. Kevin Gompertz qui nous a conduits, et puis à la demande et sous la surveillance de Mme Anne Testu.
avec la collaboration de notre déléguée générale, Madame Colette Boucart, qui est une juriste, donc elle se sent à l'aise comme un poisson dans l'eau. Merci aux partenaires que sont Open Diplomacy, Marie et Antoine, pardon, excusez-moi monsieur. Et merci à Thomas Forêt pour Waller. Merci surtout à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent et toutes nos excuses à ceux dont nous n'avons pas pris les messages. Nous ferons mieux, plus long et plus court dans les réponses et les questions la prochaine fois, car prochaine fois, il y aura maintenant assez régulièrement des événements de ce genre de façon à propager, notamment à destination des jeunes, la pédagogie de ces questions éthiques et de ces questions de loyauté commerciale. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci.